quand la rivalité entre les différents nationalismes d'Europe mène à l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité. Bonjour chers amateurs d'histoire. La Première Guerre mondiale est reconnue par tous comme l'un des pires conflits qui ait embrasé l'humanité. Alors donc, c'est un conflit qui a opposé entre le 28 juillet 1914 et le 11 novembre 1918 deux grandes coalitions. D'une part, la Triple Entente et d'autre part, la Triple Alliance. Alors, la Triple Entente, d'une part, qu'on appelle parfois les Alliés, qui était une vaste coalition formée autour de la France, du Royaume-Uni et de la Russie. Alors, cette coalition s'oppose à la Triple Alliance, qui est un regroupement d'alliés qui représente les empires centraux d'Europe, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et différents autres alliés. Alors, cette terrible guerre qui va commencer en Europe va représenter le premier conflit de l'histoire engagé des pays des 5 continents. Alors, la Grande Guerre, telle qu'elle est parfois désignée, a eu pour principal théâtre d'opération l'Europe, c'est-à-dire le front de l'Ouest, essentiellement la France et la Belgique, et le front de l'Est situé en Russie. Mais elle a eu aussi plusieurs champs de bataille secondaires, notamment en Italie, dans les Balkans, au Proche-Orient, dans les colonies allemandes d'Afrique et aussi d'Extrême-Orient, ainsi que la plupart des mers du globe. Alors, le point de départ de cette immense guerre a été la déclaration de guerre de l'Autriche-Hongrie à la Serbie le 28 juillet 1914. Mais rapidement, le conflit s'embrase, notamment avec la déclaration de l'Allemagne à la Russie dès le 1er août, qui va être la première étape de son extension à toute l'Europe par le jeu des alliances. Alors, ce conflit a fini par prendre une dimension mondiale avec l'entrée en guerre de plusieurs autres puissances, notamment le Japon, les États-Unis et la Chine. Et au total, 32 nations ont pris part au conflit. Mais comment un tel conflit presque apocalyptique a pu être possible? Alors, les origines de la Première Guerre mondiale sont passablement complexes. Alors, ces origines tiennent notamment à la montée des impérialismes, donc plusieurs empires qui finissent par monter et s'entrechoquer. Et il y a aussi la rivalité économique et coloniale entre puissances européennes, entre l'Allemagne et la France et l'Angleterre notamment. Et il y a aussi le jeu des alliances et les alliances diplomatiques qui semblent rendre la guerre de plus en plus inéluctable au fur et à mesure que celle-ci se déclare. Et en fait, l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche, l'archiduc François Ferdinand, déclenchera un mécanisme qui entraînera presque malgré eux les protagonistes vers la grande catastrophe. Les impérialismes et les nationalismes, on l'a vu, constituent une part importante des causes de la Première Guerre mondiale. Et dans cette thématique-là, justement, la question allemande s'impose. C'est qu'il faut savoir que vers la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, l'Allemagne revient de loin. Pendant très longtemps, l'Allemagne a été désunie, alors que la France ou l'Angleterre, par exemple, s'étaient unifiées, ce qui avait des conséquences positives, notamment sur leur économie. L'Allemagne a été désunie pendant longtemps, va finir par s'unifier dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et tout ça va avoir des conséquences positives sur l'Allemagne. Alors donc, depuis 1871, l'Allemagne unifiée a rattrapé en quelques décennies son retard économique sur le reste de l'Europe occidentale. Alors donc, son marché uni, notamment l'envol de son industrie, va jouer un rôle important dans la montée en puissance de l'Allemagne. Et de ce fait, son sens du travail, son orgueil national, d'autant plus fort qu'il est récent, pousse l'Allemagne à contrer la concurrence économique des autres nations en se dotant d'une industrie très concentrée. Alors l'industrie allemande, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, est extrêmement forte. Alors évidemment, comme l'Allemagne produit de plus en plus à travers ses usines, elle regarde de plus en plus au-delà des mers et vers l'Afrique notamment pour trouver des matières premières. Parce qu'évidemment, pour produire beaucoup, ça prend beaucoup de matières premières et l'Angleterre et la France peuvent obtenir beaucoup de matières premières de leurs propres empires coloniaux, mais l'Allemagne est en retard au niveau de son propre empire colonial. Alors, elle espère trouver des matières premières à bon marché à travers des colonies et elle espère donc fonder des comptoirs commerciaux pour écouler aussi ses produits manufacturés à travers le monde.
Le problème, c'est que la France et l'Angleterre se sont depuis longtemps partagé l'Afrique et l'Asie. Alors, ces deux puissances coloniales règnent en maître sur ces régions du globe. Alors, l'Allemagne, de son côté, sauf en de très rares endroits comme au Cameroun, en Namibie, en Tanzanie ou au Togo, ne peut obtenir de zone d'influence dans les colonies. Alors donc, l'Allemagne, autrement dit, n'a presque pas de colonies quand on les compare avec d'autres puissances équivalentes comme la France et l'Angleterre. Aussi, elle le ressent de plus en plus comme une injustice parce que les autres ont des colonies, pourquoi elle n'en aurait pas? Et donc, déjà, l'Allemagne est frustrée de ne pas avoir de colonies, mais d'autre part, l'Allemagne inquiète parce que la grande puissance industrielle allemande a tendance à inquiéter les États européens parce que les produits allemands inondent les marchés français et les marchés britanniques. Alors donc, cette performance industrielle des Allemands amène les Français et les Anglais à s'inquiéter. Et d'autre part, en plus, il y a une dynamique propre au conflit entre la France et l'Allemagne parce que les Français sont très fâchés depuis quelques décennies justement d'avoir perdu une guerre contre l'Allemagne. Donc en 1871, la France avait perdu contre l'Allemagne et elle avait perdu entre autres une partie de son territoire, les provinces d'Alsace-Lorraine. Donc la France en veut beaucoup à l'Allemagne et ça va nourrir les ressentiments entre les deux nations. Alors donc, cette opposition entre la France et l'Allemagne se nourrit de la crainte qu'éprouvent les Français devant aussi la poussée démographique de l'Allemagne. C'est parce que pendant les siècles précédents, la France avait toujours été considérée comme le pays le plus peuplé d'Europe. Alors jusqu'à temps que l'Allemagne commence à la supplanter de ce côté-là. Alors, au cours du 19e siècle, il y a eu une grande poussée démographique en Allemagne, alors que la France, au contraire, connaît un déclin démographique durable. Alors, de plus en plus, ce qui arrive, c'est que les Français ont perdu leur dernière guerre contre les Allemands, ils ont perdu tout ce territoire. D'autre part, les Allemands sont de plus en plus puissants industriellement, ils sont de plus en plus nombreux, laissant entrevoir la puissance de leur armée si jamais un conflit avait lieu à nouveau. Donc, les Allemands inquiètent le reste de l'Europe. Mais il n'y a pas que la question allemande, il y a aussi le problème des Balkans. Cette région, les Balkans, on se rappelle, située au nord de la Grèce, donc les Balkans sont l'objet de rivalité entre les grandes puissances européennes. C'est que en 1878, suite à une révolte des Bulgares et aussi à une intervention des Russes et des Autrichiens, la partie nord des Balkans est maintenant détachée de l'Empire ottoman dont elle a longtemps fait partie. Et qu'est-ce qui arrive suite à ça? C'est que la rivalité entre les Russes et les Autrichiens s'accentue de plus en plus pour la possession de ce territoire qui est maintenant libre. Alors, les Russes, tout comme les Autrichiens, convoitent ces territoires. Alors, l'Autriche-Hongrie, de son côté, désire continuer son expansion dans la vallée du Danube parce qu'elle veut se rendre jusqu'à la mer Noire. Parce que, en ayant accès à la mer Noire, elle a accès à tous les marchés qui oscillent autour de la mer Noire, en plus de pouvoir étendre son armée dans ces régions. Alors que la Russie, de son côté, nourrit des ambitions face à l'Empire ottoman. Alors, la Russie, depuis longtemps, veut un accès à une mer chaude, la mer Méditerranée. Alors, si elle réussit à mettre la main sur les Balkans de façon plus générale, elle va avoir accès directement à la mer Méditerranée et donc à tous les marchés commerciaux qui baignent sur les rives de la mer Méditerranée, en plus que, stratégiquement parlant, ça donne l'occasion pour la Russie de déployer davantage ses flottes maritimes, ses flottes navales. Alors donc, cette politique des Russes passe par le contrôle des détroits qui sont à proximité des Balkans. Donc, à ce moment-là, on se retrouve face à deux empires qui s'opposent pour la possession des Balkans. Donc, les Russes que je viens de mentionner et l'Autriche-Hongrie. Alors ça aussi, ça va faire partie des éléments, des griefs qui vont causer la Première Guerre mondiale. Parmi les causes de conflit, il faut mentionner également l'Italie. L'Italie qui a elle-même ses propres ambitions. Il faut savoir que l'Italie est unifiée depuis assez récemment, donc depuis 1860. Et bon, lors d'un conflit récent avec la France qu'elle avait perdu, elle avait dû céder à la France la Savoie et le comté de Nice, donc des territoires importants
qu'elle a dû donner à la France. Et malgré un courant pacifiste qui existe en Italie à cette époque-là, le gouvernement italien lui-même a des ambitions. Il veut prendre des territoires à son voisin autrichien. Alors, il y a eu beaucoup de griefs dans le passé entre l'Italie et l'Autriche, et il y a des territoires qui appartiennent désormais à l'Autriche que l'Italie considère comme italiens, parce que ce sont des territoires majoritairement italophones. Alors, l'Italie désire notamment s'étendre en Dalmatie, où on parle majoritairement italien, et elle voudrait contrôler la mer Adriatique, comme autrefois Venise le faisait dans les siècles précédents. Et tout ça, d'autant plus que ces tentatives de conquête d'un empire colonial africain n'ont pas fonctionné. L'Italie a tenté d'avoir des colonies en Afrique, mais finalement, elle a échoué dans la plupart des cas. Elle ne contrôle que l'Érythrée, la Somalie et la Libye. Donc, l'Italie n'a pas autant de territoires qu'elle le désire. D'autre part, elle entretient certains griefs à la France, et de la sorte, donc, elle désire s'étendre davantage. Mais comment parler des causes de la Première Guerre mondiale sans parler d'abord des empires terrestres? Je parle des empires terrestres d'Europe centrale et d'Europe orientale. Je parle notamment de l'Autriche-Hongrie, de l'Allemagne et de la Russie. Alors, ces trois empires regroupent à eux seuls différents peuples qui revendiquent chacun de leur côté plus d'autonomie et davantage de reconnaissance politique. Un bel exemple, ce sont les Polonais. Les Polonais, depuis longtemps, sont privés d'États souverains, donc ils ne sont pas libres, ils ne sont pas souverains, et ils se trouvent à être partagés entre ces trois empires. Donc, une partie de la Pologne se trouve sous le contrôle de l'Autriche, une autre partie de la Pologne se trouve sous le contrôle de la Russie, et une autre partie, un autre tiers, se retrouve sous le contrôle des Allemands. Alors donc, évidemment, les Polonais, à l'image de bien d'autres peuples, désirent davantage de souveraineté. Et que dire notamment de l'Empire austro-hongrois, qui comprend pas moins de 40 peuples qui cohabitent ensemble sous l'autorité ultime des Autrichiens, et tout ça va contribuer à son éclatement éventuellement après la Deuxième Guerre mondiale. C'est qu'il y a trop de peuples en Europe, à cette époque-là, qui aspirent à la liberté et qui sont contrôlés par des puissances étrangères, notamment les Allemands, les Austro-Hongrois et les Russes. Alors tout ça va contribuer à fragiliser les différents empires de cette époque-là. Mais il n'y a pas que les vieux empires qui jouent un rôle dans la Première Guerre mondiale. Des vieux empires comme celui de l'Autriche ou de la Russie ou de l'Allemagne. Il faut compter aussi avec les nouveaux empires, notamment l'impérialisme américain. En fait, l'impérialisme américain a commencé beaucoup plus tôt avec sa guerre contre les Autochtones, contre ses voisins du Nord, les Canadiens français ou contre les Mexicains. Néanmoins, la plupart des historiens situent l'émergence de l'impérialisme américain vers la fin du 19e siècle. Du moins, c'est un autre impérialisme qui a une forme tout à fait nouvelle. C'est que le moteur premier de l'impérialisme américain à la fin du 19e siècle est basé sur l'initiative privée, l'entreprise privée. C'est que ce sont ceux qui sont au premier rang de cet empire, ce sont les hommes d'affaires américains qui ambitionnent de prendre en main le commerce mondial et de conquérir les marchés étrangers. Et comment veulent-ils s'y prendre? En multipliant leurs investissements et en pénétrant toutes les régions qui présentent un quelconque intérêt. Donc, au 19e siècle, alors que l'économie américaine grandit de plus en plus et semble avoir un côté irrésistible, alors les Américains commencent à vouloir s'étendre de plus en plus dans le reste du monde au niveau des affaires, au niveau du commerce. Alors, les hommes d'affaires américains vont là où les matières premières sont en abondance et où la main-d'œuvre est à bon marché. Alors donc, de 1897 à 1914, les investissements américains à l'étranger vont carrément quintupler. Quels sont leurs cibles privilégiés? Au début, ce sont surtout le Mexique et le Canada. Mais de plus en plus aussi, les Américains vont investir en Amérique latine, dans le Pacifique et même éventuellement en Asie. Alors, donc, les États-Unis se répandent partout à l'étranger pour les besoins de leur commerce et en même temps, en tant que démocratie,
les États-Unis se donnent aussi pour mission de défendre la liberté partout. Mais, soyons francs, ce sont les intérêts économiques surtout qui priment dans la politique américaine à cette époque-là. Et il va même arriver que le gouvernement américain va appuyer des régimes dictatoriaux qui ne partagent pas du tout leurs valeurs morales. Donc, c'est beau la liberté, c'est beau la démocratie, mais on est là aussi pour faire des affaires. Hein? Donc, les Américains vont le prouver à plusieurs occasions. Et c'est à ce moment-là aussi que les Américains vont diffuser de plus en plus leur culture, leur manière de vivre, leurs valeurs. Et comme leur succès économique font foi de tout, beaucoup de gens dans le monde vont commencer à copier le modèle américain. Alors, l'Empire américain, c'est un empire essentiellement économique et culturel. Les États-Unis deviennent aussi, avec le temps, un empire militaire. Alors, ils vont développer éventuellement un réseau de bases militaires, surtout des bases navales, un peu partout dans le monde, dans le but de défendre leurs intérêts. Alors, avec le temps, en raison de ce commerce de plus en plus grand, la flotte navale américaine va continuer à s'agrandir. Alors, et cette montée est fulgurante. On peut le voir juste à travers les chiffres. C'est que la flotte américaine est la 12e au monde seulement en 1883. Mais 7 ans plus tard, en 1890, elle est déjà devenue la 6e flotte au monde et en 1906, elle est devenue la 3e flotte au monde, derrière la Grande-Bretagne et derrière l'Allemagne. Bref, l'Empire américain est entre les mains d'entreprises privées, d'initiatives privées, qui sont guidées par leurs intérêts particuliers. Et par le fait même, la diplomatie et l'armée américaine sont à leur service. Alors donc, le gouvernement américain est là pour défendre les intérêts privés des États-Unis, des commerçants, des hommes d'affaires américains. Et de ce fait, les États-Unis, à la fin du 19e siècle, commencent à être présents partout sur la planète. Et pour cause, parce que le commerce extérieur des États-Unis explose à cette époque-là. Durant cette période, les importations vont se multiplier par 16, les importations américaines. Alors, les Américains achètent de plus en plus ailleurs dans le monde, mais ce n'est rien comparé aux exportations américaines qui se multiplient par 24. Ce qui montre à quel point les États-Unis, à cette époque-là, sont un véritable géant au niveau économique. On a vu précédemment pour quelles raisons les États-Unis deviennent une économie majeure sur l'échiquier mondial. Alors, on le ressent de plus en plus au niveau économique sur l'ensemble de la planète et bientôt, on va le ressentir politiquement et militairement. Ainsi donc, pour conclure, une bonne partie de la Première Guerre mondiale s'explique par les nationalismes et par les impérialismes. L'Allemagne qui prend de plus en plus place au détriment des intérêts de la France et de l'Angleterre qui sont inquiètes de cette poussée. Les Balkans qui suscitent la convoitise des Russes et également des Austro-Hongrois. L'Italie qui a les dents longues également et qui aimerait accroître son territoire. Les États-Unis qui prennent de plus en plus de place sur l'échiquier mondial. Alors donc, tout ça crée des rivalités de plus en plus fortes entre ces différentes nations, ces différents impérialismes. Et évidemment, comme tout ce beau monde-là veut gagner et que tout le monde a besoin d'alliés, les différentes nations impliquées vont commencer à pactiser les unes avec les autres dans un réseau d'alliances tout à fait impressionnant et tissé serré qui va faire partie des causes majeures de la Première Guerre mondiale.